Alors du coup, heu, 2 vidéo des TD, de stats et du coup, on va faire le deuxième TD qui aborde, les notions d'intervalle de confiance, intervalle de variation et cetera. Déjà, premier exercice, chez l'homme, la glycémie est distribuée selon la loi normale, d'espérance mu est égal à 1 gramme par litre et d'écart type, sigma est égal à 0,2 grammes par litre. Ainsi, quel est l'intervalle de variation avec un risque de 5 puis de 1 de la moyenne empirique des glycémies sur un échantillon, soit de 100 personnes, soit de 1000 personnes. Donc, tout d'abord, la première chose que vous devez faire dans ce type d'exercice et dans n'importe quel autre exercice en statistique, c'est d'abord déterminer quelle est notre variable aléatoire. Ici, la variable aléatoire qu'on souhaite mesurer, ça va être justement la glycémie, et en particulier la glycémie chez l'homme. Donc, on va écrire soit la VAC, VAC pour variable aléatoire continue. On dit qu'elle est continue puisqu'elle peut prendre, justement des valeurs qui sont, pas forcément entières, des valeurs décimales. Du coup, la VAC X qui correspond à la glycémie chez l'homme. Et bien sûr, vous pouvez rajouter l'unité en grammes par litre. Et justement, cette glycémie, on nous dit qu'elle suit une loi normale. Donc, on peut rajouter ici que X suit une loi normale avec des paramètres mu, sigma. Sauf que ça, c'est si on avait le X de notre population. Or là, en revanche, on se retrouve dans un échantillon. Alors si le X de la population suit une loi normale, alors X bar, cette fois le X qui concerne notre échantillon, suit également une loi normale avec les paramètres mu et sigma sur racine de n, d'après la théorie de l'échantillonnage. Ensuite, vous pouvez mettre en place déjà notre variable de décision, X bar moins mu, le tout sur sigma sur racine de n. Et ça suit une loi normale centrée réduite. Pourquoi notre variable de décision est centrée réduite? Déjà parce qu'on soustrait par, l'espérance et ensuite on divise par l'écart type. Maintenant, on va faire le premier exemple, c'est-à-dire pour, un risque de 5 et un échantillon de 200 personnes. Mais pour le reste, pour, un risque de 1 et 1000 personnes, c'est littéralement la même chose. Du coup, on va éviter de le faire, sinon la vidéo durera trop longtemps. Mais du coup, pour le premier exemple, avec alpha est égal à 5. On rappelle que une intervalle de confiance s'écrit comme ça: moins U alpha sur 2 inférieur à U, inférieur à U alpha sur 2. Et justement, ça c'est égal à 1 moins alpha. On peut écrire également sous cette forme-là. On remplace le U par justement notre formule de la variable de décision, est égal à 1 moins alpha. Et ensuite, on va isoler justement notre X bar. Et en isolant notre X bar, justement, ça va nous donner mu moins U alpha sur 2 facteur de sigma sur racine de n. Au milieu, on aura notre X bar et de l'autre côté, on aura la même chose, sauf qu'ici, on aura un plus. Et ce sera toujours égal à 1 moins alpha. OK.
Maintenant, on va commencer à faire l'application numérique, parce que sinon ça servira à rien. On rappelle que justement notre alpha est égal à 0,05. Et si on prend notre table, pour, un risque de 0,05, normalement on trouvera un U alpha sur 2 qui est égal à 1,96. Donc maintenant on peut désormais faire l'application numérique. P de, mu, on avait dit qu'il était égal à 1. U alpha sur 2 est égal à 1,96. Sigma ici, il est égal à 0,2. Le tout sur l'effectif, c'est-à-dire racine de 100 qui est égal à 10. On fait la même chose de l'autre côté. Ça nous donne 1 plus 1,96 soit 0,2 sur racine de 100 est égal à 0,95 parce que justement 1 moins 0,05 nous donne 0,95. Donc maintenant, si on fait l'application numérique de cet intervalle-là, ça nous donnera, si je mets des accolades directement, ça me donnera 1 plus ou moins, c'est-à-dire pour prendre en compte à la fois cette extrémité et à la fois cette extrémité, ça nous donnera 1 plus ou moins 0,0,39. Et justement, le fait d'être dans cet intervalle-là, c'est-à-dire entre 1 plus 0,039 et 1 moins 0,039, justement, on a 95 de chances de se retrouver dans cet intervalle-là. Et bien sûr, bah, vous écrivez, comme phrase de conclusion, c'est-à-dire que l'intervalle de variation, pour un coefficient de sécurité de 95 est de 1 plus ou moins 0,039. C'est-à-dire que justement, il y a 95 de chances que notre x bar ici, se retrouve dans cet intervalle-là. Et voilà. Maintenant pour, les autres exemples, c'est-à-dire, l'exemple A, non plutôt l'exemple B pour 1000 personnes, pour un risque de 5 bien de 1, c'est strictement la même chose. Sauf que pour, le risque 1, avec le risque de 1, au lieu d'avoir un U alpha sur 2 qui est égal à 1,96, cette fois, il sera égal à 2,575. Après bien sûr, pour un risque de 5 et de 1 c'est un peu des valeurs usuelles, donc pour gagner du temps, le jour du partiel ou bien, dans vos révisions, vous pouvez apprendre ces valeurs par cœur, mais c'est toujours mieux de connaître la méthode pour justement les trouver dans la table. Alors du coup, deuxième exercice, les rendements en quintaux à l'hectare de 2 variétés de blé A et B suivent une loi normale. Pour A, on suivra une loi normale avec un paramètre mu est égal à 30 et sigma est égal à 3. Et pour la variété B, on aura comme paramètre mu est égal à 34 et sigma est égal à 2. Ainsi, on va récolter 100 passerelles de 1 hectare pour la variété A et 50 passerelles pour la variété B. Donc, tout d'abord, on peut commencer par répertorier toutes les informations importantes. Pour la variété A, on a mu qui est égal à 30 et sigma qui est égal à 3. Pour la variété B, on a mu qui est égal à 34 et sigma est égal à 2. Les effectifs respectifs pour A, ce sera 100 et pour B, ça sera 50. Donc ça, vous l'écrivez sur votre brouillon pour ne pas vous perdre. Et du coup, première étape à faire ici, avant de lire la question qu'on nous demande, c'est de définir notre variable aléatoire, toujours. Donc ici, ça va être une variable aléatoire continue, puisque c'est un rendement. Un rendement, c'est forcément quelque chose de décimal. Donc du coup, la VAC x, on va mettre xi, vous verrez pourquoi. Ça va être le rendement en quintaux à l'hectare pour la variété i.
Et justement, I, à quoi ça correspond? Ça correspond à nos 2 échantillons, c'est-à-dire les échantillons A et B, avec I égale A ou B. Donc du coup, vu qu'on a 2 échantillons, on aura XA qui suit une loi normale avec 30 et 3 et XB qui suit également une loi normale avec cette fois-ci 34 et 2. Donc ça veut dire que justement XA bar et XB bar suivent également une loi normale avec comme paramètre mu et ici sigma sur racine de n. Et là, pareil. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on nous demande ici dans cet exercice? On nous demande quelle est la probabilité justement d'observer un rendement moyen de la variété B supérieur au rendement moyen de la variété A de 5 quintaux au moins. C'est-à-dire qu'on cherche une différence. On cherche justement la probabilité qu'on ait XB moins XA, nos deux échantillons, et justement on veut que cette différence soit au moins supérieure à 5. Donc justement on cherche cette probabilité. Donc maintenant, bah, il faut déterminer la loi que suit justement XB moins XA. Sauf qu'on connaît déjà la loi respective de chacun, c'est-à-dire d'XB d'une part et d'XA d'une part. Mais il existe des moyens justement pour trouver la loi des deux combinés. Et du coup, selon les propriétés d'additivité, on a XB moins XA qui suit justement une loi normale, mu B moins mu A avec racine de euh, B au carré sur NB plus NA au carré. Et voilà. Avec justement comme valeur de décision, avec U qui est égal à XB moins XA, le tout soustrait par UB moins UA, et le tout divisé par les écarts-types. B au carré plus sigma A au carré, NB et NA. Voilà, et cette formule, elle est à apprendre par cœur. Soit elle est à apprendre par cœur, soit ils vous la donneront le jour du partiel, mais dans le doute, apprenez-la par cœur. Et du coup, cette variable de décision suit une loi normale. Simplement parce que justement, on soustrait par l'espérance et on divise par les écarts-types. C'est la définition même, pardon, de centrer et de réduire. Voilà. Du coup, c'est bon pour la démonstration. Rappelez-vous, on cherchait justement cette probabilité. Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est tout simplement, on aura P de U. P de U, bah, du coup, on va tout simplement utiliser cette même formule. Du coup, XB moins XA, à quoi il sera égal? Bah, il sera égal à 5, parce que justement, on veut une différence qui soit au moins égale à 5. Donc, on va prendre le plus simple, on va prendre une différence qui soit égale à 5. Donc, on aura 5 moins mu B, on a dit qu'il était égal à 34, moins 30 pour mu A, le tout divisé par 3 au carré plus 2 au carré, le tout sur 100, et ici, le tout sur 50. Vous rentrez ça à la calculatrice et normalement, vous trouverez P de U
supérieure à 2,42. Sauf que cette valeur-là, justement, on peut pas la lire dans notre table centrée réduite, étant donné que notre table centrée réduite, elle peut lire uniquement des valeurs de ce style-là. Mais pour inverser justement l'inégalité, on a simplement à faire 1 moins P de U inférieur à 2,42. Si on lit la valeur de 2,42 dans notre table centrée réduite, on trouve 1 moins 0,9922. Et ça sera égal à 0,0078, soit 0,78%. Ainsi, la probabilité d'observer un rendement moyen de B supérieur à celui de A de 5 quintaux est ainsi de 0,78%. Alors, pour l'exercice 3, du coup, on a un groupe de 16 baleines qui a été retrouvé échoué sur une plage corse. Ces baleines présentent des caractéristiques morphologiques communes avec une population de baleines de l'espèce Escherichthus robustus, qui n'est présente que dans le Pacifique. La longueur des individus de cette espèce dans cette population suit une loi normale n avec n comme paramètre. Mu est égal à 12,85 et sigma qui est égal à 1,75. Les 16 baleines échouées mesurent, bah là on vous donne une liste de la taille des différentes baleines. Sauf qu'il y a une nuance importante à faire ici dans cet exercice, c'est que ces valeurs-là, ce sont nos valeurs de notre échantillon de 16 baleines. Tandis que ces valeurs-là, ça correspond aux valeurs de la population de baleines en général, et non pas celles de l'échantillon. C'est pour ça qu'il est important de faire la nuance entre les deux. Et souvent, les profs aiment bien piéger entre les deux. Donc déjà, pour la première question, elle est assez bateau, du coup, on va la passer. Pour la question B, calculer la moyenne et la variance empirique. Alors, il y a deux formules à connaître. Déjà pour la moyenne empirique, x bar ou bien x bar, comme vous voulez, qui est égal à 1 sur n, facteur de la somme tout simplement des xi. Et en gros, qu'est-ce que ça va être comme calcul? Ça va être 11,15 plus 10,30 plus 15,60, etc. Le tout divisé par 16. Et normalement, ça vous donnera 12,65 mètres. Maintenant pour la variance empirique, c'est-à-dire sigma chapeau au carré, la formule, elle est un peu plus compliquée que celle de la moyenne, mais elle est compréhensible. Ça va être la somme des xi au carré moins la somme des xi, cette fois elle-même au carré, divisé par n, et le tout divisé par n moins 1. Alors la somme des xi au carré, c'est-à-dire ceci, c'est quand on va faire par exemple 11,15 au carré plus 10,30 au carré plus 15,60 au carré, etc. Donc vous calculez ces deux sommes, déjà la somme des x normales et ensuite la somme des x au carré. Et normalement, après calcul, vous devrez trouver 2,19 mètres carrés. Ce qui veut dire que ainsi, l'écart type, cette fois, sera égal à racine carrée de 2,19, soit 1,48 mètres. Maintenant pour la deuxième question, c'est-à-dire déterminer l'intervalle dans lequel la moyenne des tailles a 95% de chances de se situer si ce groupe de baleines échoué appartient à la population d'Escheriachus robustus du Pacifique. Donc pour ce faire, c'est exactement la même méthode qu'on a fait dans le premier exercice, il me semble. Donc je vais vous passer la démonstration. Mais la démonstration, attention, il faut vraiment la faire dans chaque exercice. Parce que sinon, tout simplement, vous n'aurez pas les points. Donc déjà, première étape, on définit notre variable x. X ici, ça va être justement la taille de nos baleines. Soit la
VAC X égale taille des baleines. Taille des baleines qui justement suit une loi normale. Ensuite, bah, bien sûr, on aura notre échantillon qui suivra également une loi normale avec mu et sigma sur racine de n avec u qui sera égal à x bar moins mu sur racine de sigma sur racine de n. Et cette fois, cette variable de décision suit une loi normale centrée et réduite. Voilà. Du coup, on cherche cet intervalle de confiance-là, c'est-à-dire mu moins u alpha sur 2 avec sigma sur racine de n, au milieu x bar, et ici mu plus u alpha sur 2 sigma sur racine de n, qui sera égal à 1 moins alpha. Mais on nous disait déjà que justement, on cherchait pour une confiance de 95%. Donc du coup, on peut faire l'application numérique. On va simplifier un peu l'écriture, on va l'écrire sous cette forme-là. Mu plus ou moins u alpha sur 2 sigma sur racine de n. C'est littéralement la même chose. Pour le u alpha sur 2, rappelez-vous ici le risque, il est de 0,05, soit 5%. Et la valeur usuelle de u alpha sur 2 pour 5% justement, c'est u alpha sur 2 qui est égal à 1,96. Ok. Du coup, on peut faire notre application numérique. Le mu ici, on l'a. Le u alpha sur 2, on l'a. Le sigma, on l'a. Et le racine sur n, on l'a. Donc du coup, ça va nous donner 12,85 plus ou moins 1,96, facteur de 1,75, le tout sur racine de 16. Ça nous donnera donc cet intervalle-là, 12,85 plus ou moins, 0,86 égal à 95%. Du coup, heu, on aura 95% de chances de se retrouver dans cet intervalle-là. Voilà. Alors, quatrième exercice, dans le cadre d'une étude sur la dynamique des populations de lézards dans une vallée australienne, on dispose d'un échantillon de 15 individus prélevés au cours de la période estivale et sur lesquels on a mesuré la longueur totale. On obtient du coup les résultats suivants, c'est-à-dire la somme des x et la somme des x au carré. Première question, laquelle de ces distributions vous permettrait de faire l'hypothèse que justement la variable aléatoire mesurée suit une loi normale? Tout d'abord, on commence par déterminer quelle est notre variable aléatoire ici. Eh bien, tout simplement, on vous dit qu'on a mesuré la longueur totale de nos lézards. Donc vous écrivez soit la VAC X, longueur, lézard, total. Donc du coup, laquelle de ces distributions vous permettrait de faire l'hypothèse que la variable aléatoire suit une loi normale? Alors déjà, celle-là, on peut la barrer. Celle-là, on peut la barrer. Mais par contre, la dernière, on peut voir que si on trace une courbe gaussienne, c'est-à-dire une courbe caractéristique de la loi normale, on trouve bien une même allure. Donc celle-là est valide. Maintenant, question B. Peut-on donner un intervalle de confiance de l'espérance des lézards, petit 1, sous l'hypothèse d'une distribution normale de la variable aléatoire, petit 2, sous, euh, en l'absence de toute hypothèse? Déjà, pour répondre à la question 2, histoire d'en être débarrassé, si vous ne connaissez pas la distribution au préalable de votre variable aléatoire, vous ne pouvez pas faire d'intervalle de confiance. Vous ne pourrez jamais le faire.
Mais si vous vous basez sous l'hypothèse qu'elle peut avoir une distribution normale, eh bien là, vous pourrez le faire. Donc, pour répondre à la 2, on ne fait rien. Voilà. Mais si on se base sous l'hypothèse d'une distribution normale de notre variable aléatoire, alors là, on pourra commencer à faire quelque chose. Du coup, la première étape, c'est bon. On a défini notre variable aléatoire. Sauf que, il nous manque certains paramètres. Il nous manque la moyenne, soit l'espérance, mais aussi la variance, ou bien l'écart type. Donc la moyenne, on la calcule avec, la même formule que je vous ai montré dans l'exercice précédent. Et ici, on nous calculait déjà la somme des x, donc ça nous arrange. Donc on a juste à faire, justement, 276 divisé par 15. Et ça nous donnera 18,4 millimètres. Maintenant pour l'espérance, pour, la variance pardon, on va utiliser la même formule et en plus on nous donne déjà les paramètres déjà calculés, c'est-à-dire la somme des x au carré et la somme des x, qui sont utiles pour calculer la variance. Je vais vous faire le calcul directement. Ça vous donne 29,61 millimètres au carré, heu et du coup, le sigma, c'est-à-dire l'écart type de l'échantillon est égal à 5,44 millimètres. Donc du coup, vu que x, c'est une loi normale, le paramètre mu sigma sur racine de n, alors U est égal à x bar moins mu sur sigma sur racine de n, qui suit également une loi normale. Sauf que on ne connaît pas ce sigma-là. On connaît seulement le sigma chapeau, c'est-à-dire le sigma de notre échantillon. Donc, on a 2 situations. On a 2 situations ici. Soit n est supérieur à 30 et du coup notre sigma chapeau est un bon estimateur. Et là on est content, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Mais si n est inférieur à 30 et ça correspond vraiment à notre cas-là, étant donné que ici n est égal à 15, qui est inférieur à 30, alors sigma chapeau est égal à un mauvais estimateur. Et si on a un mauvais estimateur, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de loi. Et en particulier la loi de Student. Et ça correspond justement, très important, à la propriété de consistance. Consistance. Voilà. Du coup, on a besoin de changer de loi, et en particulier la loi de Student. Donc, on change de variable de décision, on passe à t au lieu de u. T est égal à x bar moins mu, le tout sur sigma chapeau, étant donné que là on peut le remplacer, sur racine de n, qui va suivre une loi de Student, avec comme paramètre v, le degré de liberté, qui est égal à n moins 1 ddl. On peut calculer directement notre degré de liberté. N, il était égal à 15, donc 15 moins 1, qui est égal à 14 ddl. Du coup, on va avoir notre intervalle de confiance qui sera écrit comme tel. P, entre parenthèses, moins T alpha sur 2, ici T, et ici T alpha sur 2. Vous voyez que c'est exactement la même structure que pour une loi normale, c'est juste que on se retrouve dans une loi différente cette fois. Du coup, ici, ça nous donnera P moins T alpha sur 2. On remplace notre T par la formule qui se trouve ici. Ça nous donne x bar moins mu sur sigma chapeau sur racine de n. Et de l'autre côté, T alpha sur 2.
Ici, on va isoler notre mu en moins alpha. Du coup, en isolant notre mu, ça nous donne x bar moins t alpha sur 2 sigma sur racine de n mu x bar plus cette fois t alpha sur 2 sigma sur racine de n. Et ça, c'est égal à 1 moins alpha. Ok. Donc déjà, on va rappeler, on a alpha qui est égal à 0,05, soit 5%, et on a le degré de liberté qui est égal à 14 ddl. ddl pour degré de liberté. Maintenant, vous allez prendre votre table de student, justement. Normalement, je vous la mettrai sur l'écran, comme ceci, et vous, déjà, commencez par trouver votre degré de liberté sur les colonnes. Vous trouvez 14. Et ensuite, vous allez trouver sur l'axe des lignes votre justement risque alpha. Et le risque qui est égal à 0,05. Et vous faites l'intersection entre vos deux valeurs. Et normalement, vous trouverez un T alpha sur 2 qui est égal à 2,145. Donc du coup, maintenant avec notre T alpha sur 2, on peut faire l'application numérique. Ça nous donnera P est égal à, on l'a calculé précédemment, 18,4 plus ou moins, ou bien on va faire les choses comme il faut. Heu, Ici, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 2,145. Pour, notre sigma, on avait trouvé 5,44. Le tout sur racine de 15. Et de l'autre côté, pareil, 18,4 moins 2,145, le tout sur 5,44, le tout sur racine de 15. Et voilà. Normalement, après application numérique, ça vous donnera 18,4 plus ou moins 3,01 qui est égal à 95. Ainsi, la longueur, l'espérance, ou plutôt l'intervalle de confiance de l'espérance de la longueur des lézards a 95 de chances de se retrouver dans cet intervalle-là. Du coup, cinquième exercice, une étude sur la production laitière annuelle de 100 vaches de la race Jersey indique que la production moyenne est de 3 800 litres avec un écart type empirique, c'est-à-dire sur l'échantillon, de 300 litres. Du coup, quel est le risque prend-on en estimant l'espérance de la production laitière des vaches de la race Jersey par l'intervalle de confiance 3800 plus ou moins 50 litres? Donc là, ce qu'on nous donne, c'est que l'effectif de notre échantillon, il est de 100 vaches, que mu, c'est-à-dire la production moyenne, elle est de 3800 litres avec un écart type empirique de 300 litres. Ok. Déjà, on commence par dire quelle est notre variable aléatoire, soit la VAC X, production laitière. Voilà. On connaît pas X, enfin on connaît pas plutôt sa distribution, mais on a N qui est supérieur à 30. Et quand en distribution inconnue, mais N supérieur à 30, alors on peut appliquer une méthode qui s'appelle le TCL. Et le TCL va nous permettre justement d'approximer notre distribution à une loi centrée réduite. Du coup, le TCL, ça correspond à théorème central limite
Et ce TCL, justement, vous pouvez l'appliquer uniquement quand votre effectif est supérieur à 30 et que vous ne connaissez pas, ouais, justement, la loi en question. Du coup, grâce au TCL, on peut dire que X bar suit une loi normale avec un paramètre mu et sigma sur racine de n. Et donc, avec U est égal à X bar moins mu, le tout divisé par sigma sur racine de n. Sauf qu'il y a un souci, on ne connaît pas ce sigma-là. On connaît seulement le sigma empirique. Mais on a vu dans les exercices précédents qu'il y avait deux situations. Soit n est inférieur à 30 et donc sigma empirique est un mauvais estimateur, et donc on a besoin de changer de loi. Sauf que là, n il est supérieur à 30. N est supérieur à 30, alors sigma chapeau, c'est-à-dire l'estimation de notre sigma de la population, est un bon estimateur. Estimateur de ça, de notre sigma de la population. Donc, pas de changement de loi. Donc maintenant, on va pouvoir écrire notre intervalle de confiance, qui s'écrit P de x moins U alpha sur 2 avec sigma chapeau cette fois, puisqu'on peut le remplacer étant donné que c'est un bon estimateur. Tac, et de l'autre côté, pareil, sauf que là on met un plus. Voilà, et tout ça, c'est égal à 1 moins alpha. Dans l'énoncé, on nous donnait une intervalle de confiance. Et justement, le but ici, c'était de retrouver plutôt le risque alpha à partir de celui-ci. Du coup, cet intervalle, on nous disait qu'elle était égale à 3800 plus ou moins 50. Et du coup, si on se base par rapport à la formule qui est au-dessus, cette partie-là, ça correspond aux 3800 ici. Et cette partie-là, ici, correspond aux 50 ici. Donc, c'est-à-dire que je peux écrire U alpha sur 2 facteur de sigma chapeau sur racine de n est égal à 50. Je peux tout à fait écrire ça. Donc maintenant, étant donné que je cherche justement mon alpha, mon risque, je vais chercher à isoler mon U alpha sur 2, puisque c'est lui qui me permettra de le retrouver par la suite. Donc c'est-à-dire que U alpha sur 2, si je l'isole, sera égal à 50 fois racine de n, le tout divisé par sigma chapeau. Après application numérique, ça me donnera un U alpha, un U alpha pardon, sur 2 qui est égal à 1,67. Sur ma table, je vais chercher justement le alpha qui lui correspond. Ça me donnera alpha, ouais, voilà, je vais chercher sur la table et du coup, j'obtiens cette probabilité. U inférieur à U alpha sur 2 est égal à 1 moins alpha sur 2. Cette partie-là, c'est pour trouver justement le risque réel, le alpha réel. Parce que si on aurait lu directement cette valeur, on aurait obtenu le alpha sur 2 et non pas le alpha réel. Donc après lecture, de notre valeur, on obtient justement notre alpha, enfin plutôt notre confiance, heu, de 95,25 qui est égal à 1 moins alpha sur 2. Maintenant, on va isoler notre alpha. Alpha est égal à 1 moins 0,9525. Ainsi, alpha sera égal à 0,095. Du coup, notre risque de première espèce est égal à ça. Sixième exercice. Sur un échantillon de 600 malades atteints d'un cancer des bronches, on a trouvé 550 fumeurs.
Ainsi, quel est l'intervalle de confiance du pourcentage des fumeurs parmi la population de malades atteints d'un cancer des bronches pour un risque de alpha égale à 5%. Ici, heu, c'est un cas un peu particulier d'exercice étant donné que normalement vous avez jamais fait, ce type de méthode. Ici déjà, on nous donne aucune information sur, la distribution, mais on nous donne quelques informations. On dit que 600 sur 600 malades total, on a justement 550 fumeurs. Donc ça veut dire que, la probabilité de d'être fumeur, pi, est égale à 550 sur 600. Donc du coup, notre, VAC, F, va correspondre à la proportion de fumeurs. Avec comme variable de décision, étant donné que là, on n'est pas encore dans une loi normale, on est plutôt dans une loi binomiale, vu qu'on est avec des proportions. Donc du coup, on aura F, la variable de décision, qui sera égale à X sur N. Avec X, justement, la VAD, la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de fumeurs. Le nombre de fumeurs, ça peut être uniquement un entier, qui suit justement une loi binomiale avec comme paramètre n et pi. La particularité de la loi binomiale, c'est que lorsque n est suffisamment grand, on peut estimer que justement ça suivra une loi normale. Donc, n est suffisamment grand, donc f, on passe de f justement à une loi normale. Une loi normale de paramètres pi et comme écart type pi fois 1 moins pi, le tout divisé par n. Et ça, justement, ça s'appelle la convergence de la loi binomiale vers la loi normale. Et bien sûr, avec comme variable de décision, avec u qui est égal à f moins pi, le tout sur f1 moins f, le tout sur n. Et ça, justement, ça suivra une loi normale centrée réduite. Donc maintenant, on rappelle, on avait un risque alpha de 0,05. Donc on va construire notre intervalle de confiance. La méthode, ça va être la même. On aura moins u alpha sur 2, ici u, ici u alpha sur 2, est égal à 1 moins alpha. Ensuite, on aura moins mu alpha sur 2. On va remplacer notre u ici avec la formule qu'on a ici. Du coup, on aura f moins pi, tac, 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 ouais, f moins pi, heu, le tout sur racine de f facteur de 1 moins f, le tout sur n. Ensuite, ici, on aura u alpha sur 2 est égal à 1 moins alpha. Ensuite, on va justement isoler notre pi. Ça nous donnera f moins u alpha sur 2
facteur de f 1 moins f, le tout sur n, inférieur à pi, et de l'autre côté, on fait la même chose. Facteur de f, facteur de 1 moins f, tout sur n. Et ça, c'est égal justement à 1 moins alpha. Donc maintenant, on peut faire l'application numérique. On rappelle que pour alpha est égal à 5%, on a U alpha sur 2 qui est égal à 1,96. Ça bouge pas, c'est toujours la même chose. Donc du coup, après application numérique, normalement, vous devrez trouver 0,92 plus ou moins 0,022 comme intervalle de confiance. Et justement, la probabilité de se retrouver dans cet intervalle-là, la probabilité est égale à 95%. Et voilà pour les exercices de ce TD. Voilà, bonne révision.